Est-il trop tard pour commencer à réviser le CRFPA? Comment réviser cet examen? Et j'ai peur de ne pas le réussir. Ce sont les 3 difficultés que vous avez portées à ma connaissance lors de nos appels, puisque vous savez que chaque semaine, à votre demande, j'appelle ceux qui en ont besoin. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire sur mes différents réseaux sociaux. Ces 3 difficultés, c'est celles qu'on va tenter d'aborder dans cette vidéo pour essayer de vous rassurer tout en restant pragmatique pour vous aider en toute sincérité dans la réussite de cet examen. Avant toute chose, une des questions que vous vous posez beaucoup, c'est est-ce que le CRFPA sera plus difficile cette année compte tenu du fort taux de réussite l'année dernière? Ma réponse à cette question, c'est non, ça ne sera pas plus dur et cette rumeur qui consiste à dire chaque année que l'examen sera plus difficile que l'année précédente, elle persiste depuis des années. À titre personnel, lorsque je passais l'examen pour la première fois, puisque vous savez que je l'ai passé 3 fois, la première fois on nous disait que le taux de réussite était bas, qu'il fallait changer d'IEJ, beaucoup de personnes ont changé d'IEJ, résultat la deuxième année, les taux de réussite ont été multipliés par 2 dans mon IEJ et à l'échelle nationale, le taux de réussite était plutôt constant, même en légère hausse. Et la troisième année, le taux de réussite dans ce même IEJ a été divisé par 2 et à l'échelle nationale, on avait toujours les mêmes chiffres. Donc vraiment, pas de difficulté, ne suivez pas cette rumeur qui de toute façon se reporte d'année en année et sachez que si vous travaillez avec discipline et régularité, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas à progresser chaque semaine jusqu'à réussir cet examen. Comme je vous l'annonçais au début de cette vidéo, il faut qu'on tranche cette question de savoir s'il est trop tard pour réviser lorsqu'on commence à réviser au début de l'été. À l'évidence, là aussi, la réponse c'est non, il n'est pas trop tard et mon expérience en témoigne puisque j'ai toujours révisé mes épreuves au début de l'été et encore, je suis assez dans le déni quand je vous dis ça parce que j'ai chaque fois commencé plutôt fin juin, début juillet, voire mi-juillet puisqu'à ma dernière tentative, j'ai commencé le 16 juillet à réviser et c'est pas pour autant que j'ai échoué cet examen. J'ai pu progresser chaque semaine et en changeant quelques petits éléments de méthode sur lesquels on reviendra après, j'ai même réussi de semaine en semaine à gagner 4 à 5 points de moyenne par matière. Par ailleurs, vous avez peut-être tous pris des prépas ou au moins consulté les sites des prépas et vous avez vu que toutes proposent des formules estivales. C'est bien la preuve que vous pouvez réussir cet examen en vous entraînant uniquement pendant l'été et c'est tout à fait normal puisque nombre d'entre vous ont des occupations pendant l'année, que ce soit un emploi, que ce soit un master, que ce soit d'autres préoccupations et vous concentrez en réalité quasiment tous vos efforts sur un été et tant que vous arrivez à suivre ce rythme, à vous accorder quelques moments de repos et que vous êtes régulier avec une discipline, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez réussir cette épreuve. N'oubliez pas un élément, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de découvrir des matières et de découvrir une discipline qui est le droit. Depuis votre première année de droit, vous apprenez des éléments qui vont vous être cruciaux pour réussir le CRFPA, qui n'est finalement que la synthèse de toutes vos années d'études. Vous ne découvrez donc rien et vous révisez au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous voyez une nouvelle fois des connaissances que vous maîtrisez déjà et vous devez simplement apprendre à maîtriser ces connaissances pour réussir à les restituer avec la méthodologie attendue au CRFPA qui est généralement celle de la consultation juridique. Par ailleurs, n'oubliez pas que le CRFPA, ça n'est que la synthèse de vos années de licence et de master. Vous n'apprenez pas une discipline nouvelle, vous n'apprenez pas de matière nouvelle. Vous êtes essentiellement en train de revoir des matières que vous avez déjà révisées au cours de votre cursus. Vous êtes en train, en fait, d'apprendre à restituer sous forme de consultation juridique des connaissances que vous aviez déjà apprises dans le passé et que vous devez simplement vous remémorer et apprendre à les maîtriser sur un plan un petit peu plus pratique que les exercices parfois trop théoriques que vous avez subis pendant votre vie universitaire en licence et en master. Et pendant cette licence et ce master, je vous rappelle que la majorité d'entre vous a révisé à la dernière minute. Vous êtes généralement accordé 1, 2, 3 semaines maximum de révision pour vos sessions d'examen et sur ces sessions-là, vous avez bien plus
que 3 matières à réviser. Je dis 3 parce que vous n'allez pas réviser la note de synthèse pour le CRFPA. Vous aviez 6 ou 7 matières à réviser en quelques semaines très courtes. Là, vous avez seulement 3 matières à maîtriser. Si j'enlève le grand oral, ce que je ne vous conseille pas de faire, mais au maximum 4 matières à réviser en 2 mois et même 4 pour le grand oral, ce qui est très largement suffisant si vous êtes régulier et que vous accordez des temps de repos qui vont vous permettre de tenir la distance. Une grande différence entre le CRFPA et vos années précédentes, c'est que justement avant, vous concentriez vos efforts sur une période très courte. Et donc la réussite pouvait passer par cette forme un petit peu biaisée de travail où vous travaillez beaucoup avec des journées qui sont longues mais sur une période très courte. Le CRFPA, vous le révisez pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois en fonction de vos profils, mais ça reste une période qui est quand même longue par rapport à d'habitude. Et vous ne pouvez pas réussir cet examen en travaillant sur des journées qui sont trop longues, épuisantes, sans coupure. Vous devez vous préserver pour éviter que la journée qui précède celle d'aujourd'hui ne soit finalement qu'une journée qui vous a épuisé et empêché d'être efficace aujourd'hui. Il faut que vous ayez de véritables coupures entre vos journées. À titre personnel, ce qui m'a beaucoup aidé à tenir le rythme et à bien vivre un été de révision de surcroît, un 3e été de révision, c'est véritablement d'avoir pris conscience de l'importance du repos. J'arrêtais de réviser à l'heure du repas et à partir du repas, je passais que des moments agréables. Je sortais, j'allais me promener, je faisais du sport si je ne l'avais pas déjà fait un petit peu avant, je regardais des séries, je regardais des films. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai jamais autant regardé de séries que pendant la préparation du CRFPA. Et ça a été salvateur pour moi parce que c'est ce qui me permettait le lendemain de commencer une nouvelle journée de révision et de ne pas m'inscrire dans le prolongement de la journée précédente qui m'avait déjà épuisé. Et parce que c'était chaque fois une nouvelle journée de révision, parce qu'à chaque fois j'avais rempli mon énergie, eh bien j'ai pu tenir la distance et être optimal dans mon travail la semaine d'examen. Je vous conseille donc de comprendre que le repos ne doit pas générer chez vous de la culpabilité, mais que vous devez prendre les sessions de repos avec autant de sérieux que les sessions de travail, parce que le travail ne peut pas être optimal sans repos. Enfin, souvent vous avez tendance à croire que vous êtes en retard parce qu'en fait vous avez entendu que des personnes ont déjà commencé à réviser avant vous. Ce qui est vrai, et vous allez vous dire, je sais que lui ou elle ont réussi cette épreuve parce qu'ils ont commencé à réviser il y a 6 mois ou 1 an avant le début des épreuves. Mais en réalité, cette manière de voir les choses, elle est biaisée et elle est erronée. Déjà parce qu'on ne sait pas si ces personnes qui vous ont livré un témoignage et qui ont réussi le CRFPA ont réussi parce qu'ils ont révisé pendant 6 mois ou pendant 1 an. Parce que peut-être qu'ils étaient prêts au bout de 2 mois et qu'après ils se sont contentés de maintenir leurs efforts. Peut-être même qu'ils ont dû s'arrêter pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour se reposer parce qu'ils n'en pouvaient plus d'attendre l'examen et qu'ils avaient l'impression de tourner en rond. Donc en réalité, ne vous concentrez que sur vous-même. Essayez de rester toujours, de garder toujours du recul sur le travail que vous faites, de prendre conscience de la vitesse à laquelle vous avancez pour prendre conscience du temps qu'il vous faut pour abattre tout le volume du programme, tout le volume de révision qui doit être fait avant la semaine d'examen. Et encore une fois, ne choisissez pas les exemples que vous prenez en référence parce que au lieu de retenir les cas de ceux qui ont révisé plus longtemps que vous, notez ceux qui ont révisé autant de temps que vous, voire moins de temps que vous et qui ont réussi. Mais dans ce stress que vous avez avant l'examen, vous avez tendance à ne retenir que les exemples qui vous mettent en doute. Mais n'oubliez pas que dans la série de personnes qui réussissent, il y a énormément de personnes qui réussissent dans un temps particulièrement court, pas parce qu'ils travaillent beaucoup, mais parce qu'ils travaillent intelligemment. Et travailler intelligemment, c'est travailler en déterminant quelle est la méthode la plus efficace pour soi et en s'écoutant toujours, en décidant d'arrêter de travailler quand on en a besoin et en décidant de mettre des bouchées doubles quand on en a la capacité. Justement, comment préparer le CRFPA? C'est la deuxième question que vous m'avez posée en nombre. Et je vais y répondre dans cette vidéo, mais strictement, uniquement sur le plan de l'état d'esprit, savoir qu'est-ce qui doit vous guider pendant tout l'été pour éviter de transformer chaque journée en une source de stress à l'approche de l'examen. Parce que sur la partie organisation des journées, vous avez déjà une vidéo qui est dédiée comment réviser les écrits,
il y aura le lien de cette vidéo quelque part en haut de votre écran. Et cette vidéo, je l'avais tournée justement quasiment au lendemain des écrits. J'étais élève avocat à l'époque et je crois que mes conseils les plus chauds sont dedans et que je ne pourrais pas faire mieux. Aujourd'hui, je vous invite donc à la regarder et si vous avez des questions, à venir m'interroger éventuellement sur mes réseaux sociaux et on pourra y discuter comme ça de manière beaucoup plus individualisée et intéressante pour vous. Le conseil le plus important que j'ai à vous donner pour préparer votre CRFPA, c'est de travailler tous les jours en conditions réelles. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler en conditions réelles? Ça veut dire que vous travaillez uniquement dans le respect des temps qui sont prévus pour chacune des épreuves. Vous vous interdisez de dépasser du temps. Au début, si vous dépassez un petit peu, ce n'est pas très grave. Mais essayez au bout de 2 ou 3 semaines de vous imposer le respect du temps parce que gérer son temps, ça fait partie des éléments les plus importants à maîtriser le jour de l'épreuve. Chaque année, j'ai des étudiants qui m'écrivent en me disant qu'ils n'ont pas réussi à finir les épreuves dans les temps le jour J. Et quand je les interroge sur le fait de savoir s'ils s'étaient imposé le respect du temps pendant l'été, ils me répondent non. Et donc, il n'y a pas de secret. Pour réussir à maîtriser le temps le jour de l'examen, il faut s'imposer le respect de ce temps pendant la préparation. Travailler en conditions réelles, c'est ce que moi je m'imposais. Si ça peut vous aider, faites-le. Mais essayez de respecter les horaires qui seront celles de l'examen. Moi, je m'entraînais le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je faisais la note de synthèse le mardi, oblique le mercredi, l'aspect le jeudi, la procédure le vendredi, sur les mêmes horaires que le jour J. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, parmi les choses qui me stressaient moi, peut-être que ça ne vous stresse pas vous, mais c'était la gestion du sommeil, la gestion des repas et de la digestion. Et donc, en réussissant à reproduire ce rythme de travail pendant tout l'été, eh bien, le jour où je suis allé en amphithéâtre pour faire mon CRFPA, je n'étais pas perturbé par tous ces éléments qui auraient pu être des éléments nouveaux, à savoir la gestion du sommeil et de l'alimentation et même de mon hydratation le jour J pour éviter d'avoir envie d'aller aux toilettes et toutes ces choses-là qui peuvent vous stresser pendant l'épreuve, voire vous faire perdre beaucoup de temps. Travailler en conditions réelles, c'est aussi s'imposer le respect des règles de l'examen et donc vous n'avez pas le droit de travailler vos épreuves pratiques avec autre chose que les codes. Donc vous n'avez pas le droit de faire vos épreuves blanches avec vos fascicules, de travailler qu'avec les codes et votre code est votre seul partenaire de révision. Si vous dépassez un petit peu du temps parce que vous êtes en train d'annoter votre code, ou plutôt de mettre des post-it dans votre code pour mieux vous retrouver le jour J, donc gagner du temps le jour J, ce n'est pas véritablement une perte de temps. Même si, dans l'idéal, ce travail de repérage dans le code doit se faire au moment des révisions dans les fascicules. D'ailleurs, en parlant des fascicules, moi je vous conseille d'avoir une véritable lecture sélective de vos fascicules, c'est-à-dire ne les lisez pas comme si c'était un roman, un livre. Vous devez lire et comprendre les notions qui sont évoquées dans vos fascicules et vous précipiter immédiatement dans votre code pour repérer les articles où sont prévues les dispositions que vous étiez en train de réviser dans vos fascicules et savoir retrouver le contenu de votre cours dans le fascicule. Mais aussi, vous le savez, quand vous révisez pendant longtemps l'été, vous avez l'impression que votre travail sur les fascicules devient trop théorique. Vous avez besoin de pratique. Et cette pratique, elle est peut-être un petit peu trop brutale parfois avec les examens blancs. Et donc, l'entre-deux, ça peut être d'aller lire les annotations et les jurisprudences en dessous des articles importants du code pour vous familiariser avec des cas concrets, donc avec la jurisprudence. Et c'est d'autant plus important que vous le savez, la commission s'inspire beaucoup des jurisprudences sous les articles pour élaborer les cas pratiques. Donc vraiment, intéressez-vous au code, associez-le à vos révisions et ne vous noyez pas dans vos fascicules de cours. Puisqu'en fonction de vos prépas, ces fascicules sont plus ou moins denses. Moi, vous le savez, j'enseigne chez Cap Barreau, on a fait un choix pédagogique qui est celui de ne pas trop vous noyer non plus dans des connaissances pour éviter de vous faire stresser dans du surplus doctrinal qui en plus ne nécessite pas d'être restitué le jour J, mais vous devez, y compris dans ces fascicules-là, être en capacité de filtrer les informations qui vous sont importantes ou non, parce qu'il y a des choses qui sont dans vos fascicules, mais que vous savez déjà. Relisez-les en transversal pour être sûr de bien vous les remémorer, mais concentrez-vous sur les points sur lesquels vous avez des difficultés et qui nécessitent d'y passer du temps, de lecture des fascicules et de repérage dans les codes.
Et pour ceux qui ont été interpellés par ce que je viens de dire et qui voudraient travailler avec nous à Cap Barreau, je vous rappelle que vous avez un code de réduction qui est valable en permanence, qui est un code de réduction de 25% avec un code que vous trouverez donc en description de cette vidéo et qui est chaque année le même, RD comme Rémy Nandan, trait d'union CB comme Cap Barreau et l'année en cours, 24 pour cette année, 25 pour l'année prochaine, etc. Dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est la question du stress, puisque nombre d'entre vous ont peur de ne pas réussir l'examen avant même d'avoir commencé à réviser. Et en réalité, ce stress vient du discours anxiogène qui vous entoure. Parce que vous avez des gens que vous écoutez et que vous estimez être légitimes, qui vous partagent leur méthode avec parfois l'envie même de vous la vendre, on dirait, cette méthodologie. Mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce que les gens vous disent. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, il est possible que parmi ceux qui vous partagent des conseils, il y en a qui ont juste besoin de se rassurer, eux aussi en se comparant à vous. Et si vous jouez le rôle d'éponge en rassurant l'autre, puisque vous lui dites que vous êtes moins prêt que lui, eh bien lui va avoir de meilleures chances de réussite par rapport à vous, et les vôtres vont être diminuées, non pas parce que vous n'avez pas la capacité, mais parce que vous ne croyez pas en ses capacités et que vous avez épongé le stress de quelqu'un d'autre qui s'ajoute déjà au vôtre. Par ailleurs, dans ces discours qui vont vous stresser, il y a parfois cette notion de comparaison par rapport au point de départ des révisions. Moi, j'ai commencé à réviser il y a 4 mois, moi il y a 6 mois, moi il y a 12 mois, et alors, est-ce que la réussite de ceux qui ont réussi en ayant révisé 1 an ou 6 mois est imputable à la durée de leur révision ou à la qualité de la révision? Est-ce qu'ils y ont mis la même intensité que vous pendant ces 2 ou 3 mois de révision? Est-ce qu'ils n'ont pas finalement été prêts au bout de 2 ou 3 mois? Et est-ce qu'ils n'ont pas simplement maintenu leur niveau de connaissance pendant les mois qui restaient? Est-ce qu'ils n'ont pas eu la sensation de tourner en rond et de souffrir quelque part, d'être prêts trop tôt dans leur révision? Parce que la gestion du timing sur quand est-ce qu'on commence, elle est également importante par rapport à la deuxième partie du timing qui est quand est-ce qu'on est prêt. Parce qu'une fois que vous êtes prêt, vous avez juste envie d'en découdre et d'aller à l'examen. Et si cette phase dure trop longtemps, elle va finir par vous décourager. Donc non, il n'est pas trop tard et ne vous comparez pas aux autres pour savoir si vous êtes à l'heure. Pour savoir si vous êtes dans les temps, prenez conscience du travail que vous accomplissez chaque jour. Ayez une lecture positive de vos révisions parce qu'en prenant conscience des petits pas que vous faites chaque jour, vous allez comprendre la vitesse à laquelle vous avancez et donc la vitesse à laquelle vous allez finir le programme. Et ça, c'est essentiel. Deuxième élément qui parfois vous stresse, c'est le fait de ne pas prendre conscience que vous êtes dans un processus de préparation. Et un processus de préparation, c'est un processus qui admet qu'on commence en n'étant pas prêt et qu'il va y avoir une série d'étapes pendant lesquelles on n'est toujours pas prêt, mais dont on va tirer des leçons jusqu'à être prêt le jour J. Donc avoir des mauvaises notes pendant la prépa, c'est juste normal, c'est même attendu. Parce que le but, quand vous choisissez de vous préparer et de soumettre des copies à des correcteurs, c'est justement d'avoir une note qui sanctionne ce que vous ne savez pas pour apprendre ce que vous ne saviez pas. Donc ne restez pas figé sur la note, mais concentrez-vous sur l'enseignement qu'il faut en tirer. Parce que ce qui serait grave, c'est de reproduire la même erreur chaque semaine. Mais si chaque semaine vous faites des erreurs qui sont corrigées et que vous ne réitérez pas ces erreurs les semaines suivantes, vous êtes sur le bon chemin, peu importe la note que vous avez. Et c'est l'occasion pour moi d'embrayer sur le planning des prépas. Pourquoi? Parce que parmi vous, beaucoup finissent par avoir comme objectif d'avoir une bonne note à la prépa. Or, c'est un très mauvais choix. Pourquoi? Parce que en ayant cet objectif, vous allez recevoir cette semaine les notes de la semaine précédente, qui ne sont pas des 20 sur 20. Il y a donc des choses à comprendre et à analyser, de vous corriger. Mais comme vous avez déjà reçu les sujets à composer pour la semaine prochaine, vous allez prioriser la composition de ces nouvelles épreuves sur les leçons à tirer de vos épreuves précédentes. Et donc, il y a des notions que vous n'allez pas acquérir malgré vos semaines d'entraînement. Vous allez donc conserver des impasses et ça va vous être particulièrement préjudiciable. Donc, ne vous faites pas aspirer par le rythme de la prépa, gardez le contrôle de la course, prenez le temps de vous attarder sur ce que vous ne maîtrisez pas, prenez le temps d'aller accélérer le temps même sur les notions que vous maîtrisez particulièrement, justement avec la lecture sélective de vos fascicules, et
analytique de vos codes, mais ne perdez pas de temps à ficher ou à faire d'autres choses inutiles sur des notions que vous maîtrisez déjà, pour permettre de dédier ce temps aux notions que vous maîtrisez moins et qui devront attirer votre attention dans l'analyse de vos copies et de vos corrigés des semaines précédentes. Parce que oui, vous ne devez pas vous contenter de lire les corrigés. Vous devez absolument les comparer à vos copies. Chaque année, et ça c'est important que vous le compreniez, des élèves, des étudiants sortent des amphis, comparent ce qu'ils ont mis dans leur copie et finalement ils se rassurent en se disant si on a mis la même chose, on aura la même note. Or chaque année vous constatez que c'est faux. Vous n'avez pas la même note que vos camarades et même il y a des gens qui pensent avoir mis la même chose qu'un camarade à eux qui lui a réussi un examen auquel eux ont échoué. Pourquoi? Parce que l'ordre dans lequel vous développez vos arguments et les notions est aussi important que votre niveau de connaissance. Parce que si vous développez des raisonnements dans le mauvais ordre, eh bien, c'est que vous n'avez pas compris. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que je constate de plus en plus de personnes qui remettent en question systématiquement les IEJ, les correcteurs, en expliquant que ceux-là n'ont pas valorisé des éléments qu'ils ont mis dans leur copie, alors qu'ils ont valorisé ces éléments chez un camarade. Oui, mais si vous ne respectez pas l'ordre logique du raisonnement, alors vous n'avez pas compris le raisonnement. Et on ne peut pas le valoriser, même si vous avez écrit la notion attendue. De la même manière que vos protocoles, vos syllogismes, c'est en fait une recette de cuisine. Et une recette de cuisine, si vous mettez les mêmes ingrédients qu'un chef cuisinier, ça ne veut pas dire que vous allez réussir la recette comme lui. Parce que si vous ne mettez pas les ingrédients dans le même ordre, si vous ne respectez pas les temps de cuisson, si vous ne respectez pas la recette, eh bien vous avez beau mettre les mêmes ingrédients, la recette est ratée. Un protocole, un syllogisme, c'est la même chose. Si vous parlez des bonnes notions, des bons articles, des bons fondements, mais pas dans le bon ordre, et qu'il n'y a pas à chaque fois une conséquence logique d'un fondement qui précède, eh bien vous êtes dans l'erreur et on ne peut pas le valoriser. Enfin, sur la remise en question, elle est importante parce que votre humilité, votre remise en question, c'est ce qui va vous permettre de tirer des leçons de vos copies précédentes. Mais vous ne devez pas avoir une lecture strictement négative de cette remise en question. Et vous devez chaque jour prendre du recul sur le travail effectué et sur les notions qui sont acquises et que vous ne maîtrisiez pas le matin, la veille et l'avant-veille. Parce qu'en prenant conscience des efforts fournis depuis le début de vos révisions et des connaissances acquises, vous allez prendre confiance en votre capacité de réussir l'examen. Et enfin, et c'est vraiment mon dernier point, n'oubliez pas, vous ne serez jamais prêt comme vous pensez qu'il faut être prêt. Parce que vous ne pouvez pas viser le 20 sur 20. C'est impossible. Vous ne saurez jamais tout par cœur. C'est impossible. Mais rassurez-vous, dans votre amphi, vous êtes tous égaux. Vous êtes tous confrontés à la même difficulté qui est celle de devoir maîtriser un volume énorme et qu'il n'est pas possible de maîtriser par cœur dans un temps réduit. Et même si vous aviez 10 ans de révision, de toute façon, vous ne le maîtriseriez pas par cœur parce que quand vous finiriez un chapitre, vous auriez un petit peu oublié le chapitre d'avant. Donc ne visez pas la perfection. Dites-vous que ce qui fera la différence le jour J, c'est la capacité à utiliser les mêmes outils que les autres, mais avec confiance et conscience de votre capacité à gérer un stress et à utiliser au mieux ces outils, grâce à la maîtrise de votre code, grâce à la maîtrise des syllogismes. Parce que le reste, ce n'est pas de votre sort, vous ne pouvez pas le maîtriser. Le sujet, le programme, les conditions, est-ce qu'il va faire trop chaud, est-ce qu'il y aura trop de monde à côté de vous, est-ce que le voisin d'à côté passe son temps à faire du bruit, ça vous ne le maîtrisez pas. Vous avez à minima 15 points qui ne sont pas de l'aléatoire, qui dépendent de vous, de tout l'été, avec votre régularité, avec votre discipline et votre capacité à comprendre que vous n'aurez jamais tous les outils pour réussir, mais que si vous utilisez bien les outils que vous allez quand même réussir par rapport à celui qui, lui, en a peut-être plus que vous, mais va se laisser envahir par la panique au point de ne pas réussir à marquer le but alors qu'il est juste devant. J'espère que ça vous aide, tout ce que je vous dis, et vraiment gardez en tête que, et j'attends absolument rien en retour, si vous avez besoin d'en discuter individuellement, vous me contactez sur n'importe quel réseau social, on pourra s'appeler, on pourra en discuter. Et en attendant les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci pour que ça me motive à en faire encore d'autres. À très vite.